Bonjour à tous, Denis Hérault, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications de la relation client Sud, on y tient. Écoutez, on est très heureux aujourd'hui effectivement de faire local et de se rapprocher effectivement des collègues et des expertises aussi au sein de la maison, la grande maison. Et on accueille aujourd'hui Éric Pinceau qui est conseiller académique recherche et développement en innovation et en expérimentation sous le terme CARDI. Vous avez sans doute entendu ce terme-là, cet acronyme-là. Alors, il est rattaché à la délégation académique à la formation et à l'innovation pédagogique de l'Académie Aix-Marseille, qui est pilotée par Vincent Valéry. Et on l'accueille effectivement parce qu'il nous paraissait intéressant d'échanger avec lui par rapport à son expérience, à son expertise, à ses recherches sur la thématique de sur quelles innovations et expérimentations miser aujourd'hui et demain. Vous rappelez juste quelques éléments de contexte. Ce webinaire est organisé dans le cadre des campus des métiers des qualifications. Ces campus donc, qui sont labellisés et qui visent finalement à fédérer au sein des territoires un ensemble large d'acteurs, à la fois du monde de la formation, public-privé, j'insiste bien, du monde économique et professionnel et du monde de la recherche. Je dirais la finalité de ces campus, on va y retrouver finalement, même si ce n'est pas forcément indiqué dans ces trois grandes missions, mais l'innovation et l'expérimentation est au cœur réellement des missions qui sont attendues justement des campus. Donc ce qui explique en fait notre sujet ce soir, 9 campus labellisés dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, celui de la relation client, on le cherche à le rendre atypique et on cultive cette singularité en essayant d'innover, d'expérimenter. Je rajoute modestement, parce qu'encore une fois, on teste des choses, on expérimente des choses, on ne le fait pas seul, on le fait au maximum en essayant de solliciter un maximum de personnes. Et puis on mesure finalement les effets de ce que l'on produit, mais toujours avec force et conviction. Les webinaires, vous voyez en fait l'objectif, hein, c'est d'essayer donc de profiter de cette, je parlais de virgule, vous avez dû voir aussi mon message, c'est un peu un temps suspendu pour essayer justement de pouvoir échanger librement. C'est un élément fort, je dirais, de ce webinaire, donc utiliser effectivement cette liberté-là pour parler en toute sincérité et en toute franchise. Et puis, bien entendu, c'est de se frotter à des expertises, de cultiver son développement personnel et professionnel. C'est le 19e webinaire ce soir. Alors, on va bientôt terminer la saison. Je ne pensais pas finalement en faire autant et la période de confinement nous a permis d'accélérer. On avait un webinaire par mois, on en a fait pratiquement un webinaire par semaine. Vous voyez le nombre de participants, ce n'est pas forcément une fierté, mais on est dans tous les cas content que de pouvoir se retrouver et de pouvoir échanger ensemble. 63 inscrits, vous êtes actuellement 32 participants. Tu vois, Eric, majorité d'enseignants du second degré, des enseignants également de l'enseignement supérieur, majoritairement des enseignants intervenant en BTS, mais on a aussi beaucoup de collègues de l'université, d'Aix-Marseille Université, quelques professionnels aussi, et c'est là aussi je dirais l'intérêt aussi de pouvoir échanger entre ces différents profils. N'oubliez pas les deux derniers webinaires de la saison, l'un sur la réalité virtuelle immersive et notamment, je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les projets que l'on envisage pour la rentrée. Donc n'hésitez pas effectivement, si vous êtes libre, à participer à ce prochain webinaire mardi prochain. Et puis un aussi qui ponctuera en fait la saison, sur lequel effectivement on mise aussi beaucoup, mais c'est plus un temps un peu plus philosophique, mais je pense que c'est intéressant aussi de questionner ensemble le sens dans le cadre de nos activités respectives. Aujourd'hui, effectivement, je ne reviens pas, vous avez vu la finalité, c'est aussi se dire qu'on peut innover, expérimenter individuellement, mais encore plus collectivement, et notamment, je pense qu'Éric appuiera son intervention sur le lien qu'il fait aussi avec la recherche. Je vous rappelle effectivement vous avez la possibilité après son intervention d'utiliser la main en haut à gauche de votre écran de manière à ce que vous puissiez vous signaler et on vous laissera la parole. Toujours une intervention courte, mais elle est importante, soit par la main, soit en utilisant le chat. Je m'étais permis effectivement, et je termine par ça, de vous envoyer une ressource. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une ressource, moi, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, modestement, mais je l'avais produit en fait dans le cadre de la CARDI, à destination des accompagnateurs, et c'était juste un regard personnel
sur l'innovation et l'expérimentation, avec un grand nombre de questions qui restent encore sans réponse pour moi. Mais comme je disais tout à l'heure avec Eric, on tournera peut-être autour et on essaiera peut-être d'avancer sur ces questions-là. Très bien, Eric, je te remercie encore vraiment de t'être libéré, d'avoir préparé, je sais, avec une grande assiduité, un grand plaisir aussi ce webinaire. Je te donne la parole et on se retrouve dans 20, 25, 30 minutes. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi, Denis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc en effet à l'heure actuelle le CARDI de l'Académie d'Aix-Marseille. Ces 6 lettres vous ont été décryptées à l'instant par Denis, conseiller académique en recherche, en développement de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique. Voici dans ma courte intervention les 5 points que je voulais évoquer avec vous, et je ne vais pas utiliser à tout prix les 20, 25, 30 minutes qui me sont octroyées pour laisser de la place, si vous le souhaitez, à l'échange. Je voudrais commencer par vous dire à quoi sert le pôle Cardi. La Cardi existe dans toutes les académies de France, et la Cardi a été créée à l'époque, voici 9 ans je crois, par Jean-Michel Blanquer. Il y a 3 étapes dans le travail, dans les missions qui sont les nôtres à la Cardi. La première des choses, c'est d'identifier partout dans le territoire, ici dans le territoire d'Aix-Marseille, les lieux, les écoles maternelles, élémentaires, les collèges, les lycées pro. On peut aller à la marge jusqu'à l'enseignement supérieur, les lieux où il se passe quelque chose, les lieux où on innove, où il y a de la créativité, de l'imagination, où se trouvent les actions extraordinaires. C'est notre travail de les repérer. Et pour ce faire, on utilise notamment un appel à accompagnement de projet. Les équipes peuvent ainsi rédiger ce qu'on appelle des fiches Innovatech qui, lorsque nous les validons, sont connues et reconnues à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Hexagone. Donc notre travail, c'est d'identifier les pépites, puis de les valoriser, c'est-à-dire de faire savoir au système éducatif et au-delà à nos partenaires qu'il y a sur telle ou telle thématique quelque chose qui se produit, qui se passe avec des enseignants isolés ou travaillant en réseau. La deuxième tâche qui est la nôtre, uniquement avec les volontaires, c'est de les accompagner. Alors voilà un premier mot qui est difficile à appréhender, et finalement pour le définir, le mieux c'est de le confronter à son contraire, et son contraire c'est guider. Alors si vous guidez un enseignant ou si vous guidez un collectif d'enseignants, ça veut dire que finalement vous lui donnez clé en main la recette. Voilà par rapport à un objectif que vous fixez, voilà la bonne démarche. Vous donnez la bonne démarche que l'enseignant ou que le groupe d'enseignants aura à expérimenter pour vous en parler ensuite. Mais il est clair que vous êtes à l'origine de l'objectif et vous êtes à la fin de la séquence. Alors l'accompagnateur précisément n'a pas d'objectif. Et c'est toute la difficulté du métier, de la mission d'accompagnement, c'est que l'objectif, c'est celui de la personne que vous êtes censé accompagner. Donc, vous regardez quelqu'un faire et vous cheminez avec lui. C'est une sacrée histoire. Et vous n'êtes même pas à l'arrivée celui qui va dire voilà, c'est terminé, c'est gagné, bravo monsieur, bravo madame. Non, finalement, celui qui arrête la fin de la partie, c'est la personne que vous accompagnez. Alors, il y a 2 métaphores que j'aime beaucoup, qui sont citées par Michel Vial et Nicole Mincassi, qui sont 2 chercheurs, 2 universitaires, qui ont écrit un magnifique bouquin qu'on n'a pas référencé là dans nos citations, dans nos liens, mais enfin il faudra le faire peut-être a posteriori. Donc ça s'appelle le développement et l'accompagnement professionnel. Et ils nous font les 2 images suivantes qui, à mon avis, sont très très parlantes. L'accompagnateur, il est dans la classe, vous faites classe, l'accompagnateur vous voit chanter,
eh bien vous prenez discrètement la guitare et vous accompagnez celui ou celle qui chante de manière à le faire briller davantage. Donc c'est finalement un travail assez obscur, c'est un travail de l'ombre, c'est celui qui ne se montre pas comme la star, mais c'est celui qui va faire briller le tutoré, l'accompagner. Puis une autre image que j'aime beaucoup, c'est celle qui est notamment citée par le philosophe Emmanuel Levinas et qui nous dit l'accompagnateur, c'est celui qui, par rapport à une question qui vous est posée, va allumer sa lumière, va vous inviter à suivre un chemin, puis un autre chemin, puis un troisième chemin. Bref, il ne va pas donner une seule voie possible, il va donner 2 ou 3 alternatives possibles, libres à la personne accompagnée, finalement, de choisir le chemin qui lui sied le plus. Voilà, j'espère que j'ai abordé de manière la plus claire possible cette difficile notion d'accompagnement, mais c'est véritablement, vous voyez là, la clé de voûte de toute cette histoire, c'est là où l'inversion pédagogique se joue. Et elle se joue à tous les niveaux. L'enseignant doit devenir un accompagnement pour ses élèves, un accompagnateur, pardon. L'accompagnateur, Cardi, ben forcément, il accompagne et il inspecte pas du tout. Hein. C'est pas du tout un juge, c'est tout le contraire. Et même les inspecteurs d'aujourd'hui sont devenus des accompagnateurs. C'est donc tout notre système éducatif qui finalement se laisse inverser comme le fait la Cardi. Puis la troisième tâche qui est la nôtre à la Cardi, une fois que les actions sont parvenues à maturité, une fois qu'on considère vraiment que l'équipe enseignante arrive à quelque chose de tout à fait remarquable, eh bien notre travail c'est de la faire connaître cette action, de mutualiser, de mettre en connexion, en raccord ces établissements qui travaillent sur la même thématique et notamment de donner une tribune à cet établissement-là qui fait des merveilles. Alors c'est par exemple ce que l'on réalise à travers des labs Cardi, ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous les enseignants, à tous les partenaires qui sont intéressés par telle ou telle thématique. On va dire qu'une fois tous les 15 jours, alors on n'est pas aussi prolixe que ce que propose le campus, mais tout de même, une fois tous les 15 jours, on organise en présentiel ou en distanciel ce qu'on appelle des labs Cardi en partenariat avec le réseau Canopé et avec l'INSPE. Et l'originalité de ces labs, c'est que tous les enseignants qui sont intéressés sur un sujet donné vont écouter l'équipe qui est arrivée donc à maturité, mais dans la salle, il n'y a pas que des enseignants ou des curieux, il y a aussi des experts, des personnes ressources et tout particulièrement des chercheurs, des laboratoires de recherche qui sont là et les chercheurs vont nous aider, si vous voulez, à prendre de la hauteur, à prendre du recul et peut-être à avancer ensemble vers un processus d'accompagnement ou de formation. Voilà. Voilà ce que fait la Cardi, voilà à quoi ça sert. Alors, le deuxième point de mon intervention, c'est finalement de s'entendre sur les mots. Encore une fois, il y a là 2 mots-clés, le mot innovation, le mot expérimentation. Alors, ce que je vais vous dire, c'est tout à fait discutable, c'est tout à fait relatif. Innover. L'innovation est vraiment la définition impossible à donner. Alors, je vais vous donner la mienne et je veux bien en discuter avec vous tout à l'heure. Innover, c'est d'abord, à mon sens, construire sur de l'ancien. L'innovation, ça n'est pas tout neuf. Le tout neuf, ça n'existe pas. D'ailleurs, de vous à moi, on parlait musique, on parlait des arts et de la culture avec Denis avant que ne commence cette présentation. Mais vous savez, avant que Beethoven n'arrive, il y a eu Bach et il y a eu Mozart. Puis avant que Debussy n'arrive, il s'est inspiré de Chopin. Et puis avant que d'autres compositeurs, les contemporains précisément, le jazz aussi, mettons Gershwin, n'apparaissent, mais Gershwin était un fou d'Eric Satie, de Chopin, de Bach. Donc, on n'invente jamais sur du tout neuf, ou quand on s'aventure à le faire, on risque d'arriver à des catastrophes totales ou à une incompréhension
de nos auditeurs, de ceux qui veulent participer à notre aventure. Donc, c'est très important, je crois, dans le monde de l'éducation, de se dire que nous sommes finalement à inventer un petit plus sur quelque chose et sur une structure qui existe déjà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'innovation pédagogique n'a rien à voir avec du gadget. L'innovation pédagogique s'impose parce qu'à un moment donné, dans cette école, dans cet établissement, on n'y arrive plus. Les élèves n'avancent plus, ils s'ennuient, ils, ils ne progressent plus, ils ont des comportements qui sont insupportables et on arrive, si vous voulez, à la fin d'un processus. Il va falloir casser un peu quelque chose pour faire redémarrer la machine. Donc l'innovation, elle s'inscrit dans une histoire, elle s'inscrit dans un contexte. Il est donc, à mon sens, impossible de comprendre l'innovation si on fait fi, si vous voulez, de la situation telle qu'elle existe ici et maintenant. Alors, on entend innovation, une aventure, une initiative de terrain. C'est-à-dire que l'enseignant qui se met à inventer, à créer, à imaginer, il n'a rien demandé à personne, quoi. Il s'est mis en marche un peu tout seul et il peut, s'il le veut, faire appel à la Cardi ou à d'autres pour qu'on le regarde et pour qu'on fasse un bout de chemin avec lui. L'innovation, c'est donc oser faire un pas de côté parce qu'à un moment donné, il faut le faire, on est arrêté, les élèves, les enseignants n'avancent plus, ne sont plus en dynamique. Donc ça part bel et bien du terrain. Et nous, on suit derrière d'une certaine manière. Alors, expérimenter, c'est déjà déroger à la règle. L'innovateur, il n'est pas forcément en rébellion avec la règle. L'expérimentateur, quelque part, oui. Et c'est tellement vrai que pour expérimenter, il faut demander, la plupart du temps, une autorisation. Alors, le décret le plus récent à ce titre est le décret du 18 décembre 2019, article 314, et ça s'inscrit dans la loi sur l'école de la confiance, c'est-à-dire que là, vous avez une demande à formuler, alors soit à votre DAZEN, votre directeur académique, soit au recteur, et c'est donc une autorisation que vous obtenez d'expérimenter pendant 5 ans. Et à partir de ces 5 années, eh bien, il y a une évaluation qui est effectuée. Sur cette base, on va pouvoir généraliser l'expérimentation ou pas. La différence que l'on fait sur Aix-Marseille entre expérimenter et innover, c'est aussi que l'expérimentation, ça part d'un réseau d'écoles, d'établissements, de classes. C'est pas, si vous voulez, un chevalier ou un cavalier solitaire, un Don Quichotte. Non, non, c'est un ensemble d'enseignants qui vont expérimenter la même chose. On a plusieurs exemples dans notre académie. On en a une quinzaine que l'on fait remonter chaque année au niveau national. Et la CARDI, précisément, doit suivre et évaluer ces différentes expérimentations. Donc, ça part souvent d'en haut. Je veux dire que autant l'innovation, ça part du terrain, l'expérimentation, ça peut partir du terrain. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple tout à l'heure. Mais la plupart du temps, ça part bien volontiers du recteur lui-même ou d'un inspecteur, d'un prescripteur ou d'un chef d'établissement. Et donc, il y a un protocole qui est établi et il y a un devoir, une obligation d'évaluation. Et l'évaluation, elle est assez cadrée, elle est assez contraignante, elle a, si vous voulez, un caractère scientifique. Voyez bien là les différences entre ces deux termes. Là, voilà, la CARDI, elle s'occupe des uns, des innovations. Alors nous suivons, pour vous donner un ordre de grandeur, une quarantaine d'actions innovantes chaque année. Il y a environ 80 demandes et nous suivons une quinzaine d'expérimentations qui toutes ont eu l'aval, une autorisation, soit au niveau du DAZEN, soit au niveau de Monsieur le recteur. Alors, le troisième point de mon intervention, c'est s'interroger ensemble sur la question finalement cruciale. Vous avez une idée, vous êtes dans votre classe,
vous avez une idée, vous n'osez pas vous lancer. Alors comment faire? Alors, encore une fois, il faut se lancer. N'hésitez pas, vous avez des potentialités, vous les ignorez souvent, vous devez y aller. Et vous devez y aller si vous sentez au fond de vous soit que quelque chose ne tourne pas rond dans la classe, c'est le bazar, ou ça transpire l'ennui, ça n'avance plus, il y a quelque chose qui est en arrêt, il faut faire redémarrer le feu. Il ne faut pas que la flamme vacille, il faut que ça se rallume. Ou alors, vous tournez en rond. Donc, ça ne tourne plus rond, ou vous tournez en rond. Alors, ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Mais alors, il faut s'y mettre comment? Je crois que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer par une petite chose. Il ne s'agit pas dans votre classe de tout balancer et de vouloir justement faire tout neuf. Non. Encore une fois, innover, c'est faire un pas de côté. Essayez de changer une petite chose et voyez ce que cela donne. Et puis ensuite, vous oserez un petit peu plus. Mais les grands révolutionnaires, voyez-vous, ont rarement été des radicaux dans l'histoire de l'innovation pédagogique. Maintenant, évidemment, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Sachez aussi que tous ceux qui osent innover, et quelquefois, ce sont les élèves eux-mêmes qui peuvent vous donner une idée et vous pourriez dire chiche, on va essayer. Sachez que pendant un certain temps, vous risquez d'être déçu, frustré, ça va pas aller. Ne soyez pas impatient. Laissez un peu de temps et souvent, il va falloir faire des allers-retours parce que cette bonne idée risque à un moment donné de déconcerter vos collègues, déconcerter vos élèves. Donc, il faudra procéder à des allers-retours, mais ne vous découragez pas. Alors nous, à la Cardi, et ça va être un peu le fil rouge de notre discussion ensemble, nous avons 6 questions sur lesquelles on s'interroge et on discute avec les équipes qui veulent bien être accompagnées par nos services. Les voici, je vous les ai affichées. Alors pour moi, pour nous, dans le réseau de la Cardi, c'est-à-dire l'ensemble des Cardis de l'Hexagone, ce sont des questions décisives, très difficiles. Et voyez-vous, lors de la visite introductive, on rentre, si vous voulez, en connexion avec un enseignant tout seul, ou avec 2, 3, 4. Voilà, nous on aime bien avoir à l'arrivée 4 enseignants avec nous. Et même s'il y en a un tout seul, on va lui poser ces 6 questions et on va lui dire, vois-tu, si l'une de ces questions résonne en toi, si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin avec toi sur l'une de ces 6 questions, on fonce, on y va, il n'y a pas de problème. Mais si sur aucune de ces questions, tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait progresser, ben on se dit au revoir, on reste bons amis, mais la Cardine ne pourra rien faire pour toi. Je suis en train de vous dire finalement comment on pourrait définir l'innovation autour de ces 6 questions. Et je vous dis une fois de plus que pour nous, l'innovation n'est pas en dehors des priorités nationales, n'est pas en dehors de la bienveillance, et encore moins en dehors de l'amélioration des comportements et des performances de nos élèves. On est véritablement en train de se casser la tête, de créer, d'être plein d'imagination, mais au service de ces questions-là. Voilà, j'espère que le propos est clair. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok, alors je continue un peu. C'est parfait. C'est parfait, Eric. Merci. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, Merci il nous beaucoup. faut quelques exemples, parce que sinon, vous voyez, je vais philosopher. Alors c'est rigolo de philosopher, mais à un moment donné, il faut rentrer dans le dur. Alors, j'avais évidemment 40 exemples d'actions innovantes, et puis quelques autres des années précédentes, puis j'avais 15 expérimentations. Alors, choisir, c'est sacrifier. Voilà, je vais juste vous donner 2 exemples, puis on pourra en donner d'autres tout à l'heure dans la discussion. Le premier exemple, c'est Isabelle Gerber. Alors, je la cite, j'espère qu'elle ne rougit pas.
mais j'ai l'autorisation de la citer, hein. Professeure de lettres-histoire en LP. Elle s'occupe là notamment d'une section, j'espère qu'on dit comme ça, une section cuisine. Ce sont donc des élèves qui se préparent à travailler dans l'hôtellerie. Voilà. Et dans ce LP à Revoules, au fin fond vraiment du Vaucluse, hein, c'est vraiment le dernier village perdu, à Valréas, eh bien, il y a là une enseignante qui se dit, mes élèves sont complètement arrêtés, ils sont intimidés par les bulletins scolaires qu'ils reçoivent, d'autant qu'ils n'arrivent même pas à les lire. Ils n'arrivent même pas à se les approprier. Pour eux, ça veut rien dire et surtout, pour eux, c'est une sanction. Et ça ne les aide pas du tout à rebondir le trimestre suivant. Isabelle Gerber, voilà, c'est l'enseignante qui dit il y en a assez. On ne peut pas continuer comme ça, formellement, à travailler dans le vide. Eh bien, écoutez, les gars, les jeunes, vous allez le réaliser vous-même, votre bulletin. Et c'est ça, je dirais, son génie, son coup de bluff. Et ça a marché, parce que donc elle m'a invité évidemment à assister à la cérémonie, parce que c'est une cérémonie, hein. Les jeunes arrivent en cravate, en costume cravate. D'ailleurs, dans le monde de l'hôtellerie, on arrive avec les habits du métier. Et comme ils sont dans l'hôtellerie, ils arrivent impeccables. Et ils présentent, à partir d'un diaporama qu'ils ont constitué, ils présentent tout simplement leur bulletin scolaire comme ils l'ont compris. Alors, comment ils ont fait? Ils sont allés sur l'ENT du lycée pro. Ils sont allés récupérer les notes qu'ils ont obtenues, les appréciations qu'ils ont obtenues. Et à partir de là, ils ont essayé de réaliser en 5-6 diapos, un peu comme je fais là ce soir, ils ont essayé de réaliser leur bulletin scolaire. Alors, ils sont quand même assistés, hein, il faut tout dire, ils sont assistés par des profs, ils font ça pendant 1 heure qui est bien balisée, voyez, dans l'emploi du temps, et pendant cette heure, ils ont un ou deux profs qui les aident pour que ça ne soit pas un exercice qui les mette en difficulté. Alors, on les aide à l'écrit, on les aide pour que le diaporama soit le plus artistique possible, on les aide à mettre un peu d'humour là-dedans, et puis enfin, on les aide, on les coach à l'oral. Je vous assure que cette cérémonie devant Madame le proviseur, Madame la proviseure, c'était génial. C'était émouvant, c'était solennel, et ça donne quelque chose. Je veux dire que le moment est important, et bien sûr ensuite, la proviseure, les professeurs vont prendre la parole, mais là il y a une très bonne idée toute simple d'appropriation de l'enjeu. Et j'aime beaucoup le titre qui a été donné à cette action, penser son bulletin pour penser sa scolarité. Voilà. Alors il y a un lien si vous voulez en savoir plus, parce que pour moi, Isabelle est devenue une personne ressource pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture du bulletin scolaire par les élèves eux-mêmes. Et ça continue toujours aujourd'hui. Le deuxième exemple est un peu moins spectaculaire. Mais voilà, c'est en train de se faire aujourd'hui, ici et maintenant. Ça se passe dans les Alpes de Haute-Provence, le collège Borelli. Ça part du principal. Là, je vous cache rien. L'idée donc vient d'en haut. Le principal, je l'ai cité, il le sait, hein, je le cite, j'ai l'autorisation. Mais je le cite pour le valoriser, parce que c'est bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui aussi, finalement, faire en sorte que les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e de son collège soient davantage suivis après le conseil de classe. Voilà, on est dans la grande problématique de ces conseils de classe qui ne servent plus à rien. Alors là, M. Zaroukian et toute l'équipe enseignante qui le suit, hein, ainsi que tout le CA de son établissement, voilà, on va casser les conseils de classe d'autrefois et on va instituer des entretiens en présence de la famille, de l'élève et d'un binôme de professeurs qui va donc devoir travailler ensemble sur ce bulletin qui va donc être commenté, présenté avec une prise de parole de l'élève, des parents aussi. Vous voyez, là, c'est le petit plus par rapport à Valréas,
de l'équipe enseignante. Mais surtout, la grande question, c'est le suivi. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain du conseil de classe? Quel est le contrat de progrès que l'on va établir? C'est pour ça que c'est un entretien qui dure 15 minutes, qui s'appelle l'entretien de progrès. Alors pourquoi ça devient une expérimentation avec une demande d'autorisation via le DAZEN, via le recteur? Et c'est ce qu'on est en train d'établir en ce moment avec Monsieur Zaroukian, avec l'appui de la CARDI, c'est que l'équipe se rend compte que si on fait 3 entretiens trimestriels, ben, on fait plus que évaluer le gamin. Voilà. On passe son temps à l'évaluer. Et on sacrifie des temps d'apprentissage. Ça, c'est pas possible. Donc, semestrialisation. Oui, mais ça, c'est en dehors des clous, si vous voulez. Donc, il faut demander une autorisation. Évidemment, la CARDI appuie parce que nous sommes totalement d'accord. Il faut privilégier le temps d'apprentissage, le temps de différenciation pédagogique, de mise en œuvre, si vous voulez, du contrat de progrès établi le soir de l'entretien, voilà, en présence de la famille, de l'élève et du binôme de prof. Et pour que ce temps de différenciation pédagogique, de mise en œuvre du contrat, si vous voulez, de travail, soit réalisé, il ne faut pas passer son temps à évaluer. C'est ça toute la difficulté finalement. Quand on innove, quelquefois on se met des pièges tout seul et ça devient une grande machine à évaluer. Et ça devient contre-productif. C'est ça le souci. Voilà. Alors ce ne sont pas les plus beaux exemples dans le sens les plus spectaculaires. Je m'en excuse, mais j'en ai 60 dans ma tête si jamais on en manque. Mais vous savez, de vous à moi, à la limite, je préférerais qu'on prenne vos exemples à vous tout à l'heure. Enfin, on fera comme vous voudrez. Alors j'ai très peu de diapos, c'est pour ça que je vais bientôt m'arrêter de parler tout seul. Mais je voulais juste vous dire, en termes de perspective, et c'est mon dernier point à l'ordre du jour, sur quoi innover aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, on a un problème. Et la CARDI n'est pas en dehors du monde. Vous savez, on a connu, comme vous, le confinement, ce moment de chaos, ce moment où on ne savait plus vraiment ce qu'on allait faire. Et nous devions être les premiers à imaginer le monde tout de suite. Donc, on a cherché d'abord à promouvoir un enseignement hybride. On a cherché à voir dans tout ce qui existait ce qui pouvait marcher à distance. Par exemple, la classe inversée, ça nous a beaucoup intéressé. Et on a été force de proposition dans nos éditos CARDI, notamment celui du mois de mai. Nous avons, ou d'avril, je ne sais plus, on a fait des propositions, vous pouvez les retrouver sur le site de la CARDI. En quoi la classe inversée, à distance, et en quoi le contrat de travail à distance, l'un pour mener des séquences d'apprentissage, l'autre pour mener des séquences de renforcement, en quoi c'était tout à fait intéressant et transférable dans un enseignement à distance ou dans un enseignement hybride. Et puis, dès la rentrée, priorité absolue, tous les accompagnateurs CARDI seront d'abord mobilisés là où vous souhaiterez, en CP, en sixième, en seconde. Voyez toutes ces classes frontières, ces classes passerelles, ces classes où il va y avoir une hétérogénéité incroyable parce qu'on ne redouble pas, le recteur ne le veut pas pour cette année, encore moins cette année que les autres années. Ça veut dire que les gamins n'auront pas fini leur programme, n'auront pas fini à acquérir les compétences de l'année d'avant. Il va falloir quand même leur laisser une petite place. Comment on fait? Écoutez, si la CARDI n'est pas là pour suivre, accompagner et essayer de trouver des pistes originales, ça serait quand même dommage. Mais je voudrais, comme m'y a invité Denis, terminer par ceci. Vous savez, une fois qu'on en aura fini avec la crise sanitaire, une fois que le temps aura passé, peut-être qu'on aura retrouvé un peu de normalité. Alors d'abord, bien sûr qu'on va se nourrir de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui a été bon dans cette période de confinement. On en a parlé, l'enseignement hybride, on va s'accaparer cette idée. Mais vous savez, je trouve que Yuval Noah Harari, dans 21 leçons pour le 21e siècle, je ne sais pas si vous l'avez lu, et notamment ces 10 pages lumineuses sur l'éducation demain,
Bien, Yuval Noah Harari, qui est un sociologue israélien, nous dit, nous sommes assez d'accord, c'est vrai qu'il y a un consensus dans les chercheurs, dans les penseurs de l'éducation pour nous dire de quoi aura besoin l'élève demain, dans 50 ans. Il aura besoin de 4 compétences qui vont à la limite dépasser toutes les autres, transcender toutes les autres. Il devra ne pas stresser face au changement. Parce qu'il va connaître, s'il s'en sort dans la vie, 10, 15 changements de cap. Et il devra se réinventer sans prendre à cet élève à ne pas stresser, à apprendre à cet élève à ne pas stresser, à épouser le changement et se réinventer sans cesse. Et c'est à ce prix qu'il va s'en sortir dans la vie, sinon, eh bien, la machine va s'arrêter. Et c'est très dur pour nous, parce que nous, on est encore, même les plus jeunes d'entre vous, eh bien, les gens de l'ancienne génération. En réalité, notre difficulté, c'est qu'il faut qu'on apprenne des choses qui ne nous sont pas arrivées. Je ne sais pas si vous imaginez la situation folle qui est la nôtre. Communiquer, parce que, vous savez, quand le jeune va devoir changer de métier, il va devoir changer de métier ou de mission plusieurs fois. Eh bien, en 2-3 minutes, il devra convaincre. Il devra convaincre un employeur potentiel. Mais comment on fait pour donner envie en 2-3 minutes, chrono, à quelqu'un qui ne vous connaît pas, et sachant qu'il y en a 50 autres qui attendent? Comment ça marche cette communication qui passe notamment par l'oral? Et comment on peut rester naturel, cool, j'allais dire, détendu, et pas un robot en marche? C'est toute la question. Et puis, comment coopérer? Parce que dans ce monde, on va pas s'en sortir seul. Dans ce monde, mais là, je vous apprends rien. J'ai conscience que je radote un peu en finissant comme ça, mais vous comprenez bien que celui qui va s'en tirer dans le monde du futur, mais c'est déjà bien sûr un peu le monde d'aujourd'hui, il va devoir trouver d'autres talents complémentaires aux siens. Et moi, je suis ravi à la Cardi parce que le staff avec lequel je travaille, les accompagnateurs avec lesquels je travaille, sont complètement différents de moi. Et c'est, si vous voulez, cette complémentarité de talents qui peut nous permettre de nous en sortir et de proposer quelque chose de super. Enfin, autant des fake news, autant des réseaux sociaux qui disent souvent n'importe quoi, tout et son contraire, autant que nous avons vécu où du jour au lendemain, ce qui était vrai hier, c'est plus vrai le lendemain, et on s'en est donné à cœur joie. On a besoin d'avoir du sang-froid. On a besoin de vérifier nos sources. Et le citoyen de demain, c'est le citoyen qui ne va pas se laisser embarquer par le premier gourou venu. C'est pour ça que prendre un temps d'avance, tu vois, Denis, tu me demandais d'essayer de rêver à ce que ça peut devenir le monde de demain. Et pour la Cardi, qu'est-ce qui pourrait être important? Je crois qu'il faut qu'on prenne 10-20 ans d'avance. Et prendre 10-20 ans d'avance, c'est peut-être s'interroger sur ces questions-là. Moi, je finis avec quelques, voilà, c'est la page de pub si vous voulez, quelques infos sur le site où vous allez notamment retrouver les éditos. On en a fait un tous les mois, mais les éditos, c'est de la matière à penser. Vous retrouverez le dernier article que j'ai commis pour ceux qui sont intéressés par le monde de la formation. Ça s'appelle Former autrement, pourquoi faire et comment. Et pourquoi le Lab Cardi qu'on a institué cette année, c'est peut-être, à mon sens, une nouvelle façon de penser la formation. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et puis, si vous voulez être accompagné l'année prochaine, eh bien, c'est encore possible. Et ça passe aussi par le lien, et notamment par le portail de la Cardi. Enfin, 9 accompagnateurs ont commis 11 fiches ressources, et c'est une autre façon de répondre à la question terrible de Denis Herrero, comment se lancer, si vous avez une idée. Si vous avez une idée qui touche à l'orientation, une idée qui touche à l'école inclusive, une idée qui touche à l'utilisation, l'usage du numérique dans la pédagogie ordinaire, etc., sur 11 thématiques, nous avons 9 accompagnateurs qui ont produit des ressources géniales, qui ont été expertisées par les personnes ressources les plus affûtées
de notre académie. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Et puis bientôt, nous aurons une carte interactive si vous êtes intéressé par un thème, si vous cherchez de la ressource, si vous voulez rencontrer des gens qui travaillent sur le même thème que vous, eh bien Sylvain Dieu, que je voudrais citer, qui est mon chargé de mission et qui travaille avec moi, et dans l'équipe il y a Denis Herrero, que vous connaissez donc bien, qui est vraiment un homme multicasquette. Et puis il y a aussi Hervé Fourmand, qui est un IAIPR STI. Donc c'est à nous quatre, voilà. Nous essayons de faire vivre la CARDI, et donc cette carte interactive qui sera bientôt opérationnelle vous permettra, si vous avez une thématique qui vous intéresse, ou si dans un lieu, un réseau, vous voulez savoir ce qui s'y passe, voilà, vous avez plusieurs entrées, l'entrée géographique, l'entrée thématique, eh bien cette carte vous permettra d'aller chercher de la ressource et d'aller rencontrer des gens vraiment formidables. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. C'était vraiment captivant et c'est vrai que tu as le mérite d'être très très clair dans ton exposé et d'aller à l'essentiel. Et je t'en remercie réellement. Je pense que c'est partagé aussi par tous les participants. Alors, je vais lancer bien entendu le débat, mais je souhaiterais bien entendu ne pas être seul et j'espère que les participants soit vont se signaler en utilisant leurs mains. La main en haut à gauche, alors j'utilise le pointeur, voilà, c'est la main gauche. Sinon, donc, vous pouvez utiliser bien entendu le chat pour poser vos questions. Peut-être juste avant de démarrer, il y avait une question qui était intéressante. J'avais commencé finalement à y répondre. Frédéric Perrier, non, pas Frédéric Perrier, pardon. On posait, c'était Florence Prieur, pardon, qui posait la question, quels sont les profils, les parcours des membres de la CARDI? J'avais commencé à répondre, mais je vais te laisser répondre, bien entendu. J'avais commencé à écrire leur diversité, mais surtout leur envie et leur motivation. Est-ce que, voilà, Alors ton avis? le staff, on en a parlé. Sylvain, c'est un prof détaché à la DAFIP. Sylvain Dieu, prof détaché à la DAFIP, prof scientifique. Et à mes côtés, donc au niveau du staff, on l'a dit, il y a donc un IEN-TEG, c'est Denis Herrero. Vous le connaissez, donc je n'insiste pas. Et puis vous avez donc Hervé Fourmand, IAIPR. Moi, je viens du premier degré, je suis IEN premier degré. Mais évidemment, dans Je pense cette que la aventure, je côtoie beaucoup le second degré parce qu'en réalité, 80% des actions sont des actions second degré. Les accompagnants, La question portait sur les accompagnateurs, je pense. alors eux sont essentiellement des profs. Ils appartiennent, ils ont des centres d'intérêt mais complètement différents. Ce sont des enseignants très investis. Puis il y a quelques chefs d'établissement aussi qui sont parmi nous. Et quelques profs documentaires. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Mohamed. Juste une première question, peut-être, pour lancer le débat. Je reviens en fait sur la deuxième point de ta dernière diapositive sur coopérer. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la plus grande difficulté des enseignants qui ont souvent de superbes idées et une motivation extraordinaire, mais ils se heurtent souvent à la difficulté de faire adhérer finalement à leurs idées ou à leurs projets un maximum d'enseignants. Alors, je ne te demande pas de recettes, il n'y en a pas, mais finalement, on regarde tout ce que tu as pu voir. Quels seraient finalement les conseils que tu pourrais leur apporter pour justement faire en sorte que ce soit finalement une dynamique d'établissement presque, que ça soit réellement à cette échelle-là que l'on puisse faire transformer les choses. Je crois que la question de coopérer doit se faire à deux niveaux. D'abord, au sein d'un établissement, travailler en équipe, c'est extraordinairement difficile. Je veux rassurer tous les enseignants et peut-être nos partenaires qui sont là, c'est difficile à tous les niveaux. Des inspecteurs qui discutent entre eux, c'est difficile. Les chefs d'établissement aussi. Les profs qui discutent entre eux, c'est compliqué parce qu'on a tous notre univers, on a tous notre monde, et donc partager est une affaire difficile. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Sartre, surtout que quand il a dit l'enfer, c'est les autres, on sort souvent cette phrase de son réel contexte. Alors nous, à la Cardi, on a beaucoup travaillé l'intelligence collective, comment aider l'équipe à apprécier les progrès qu'elle fait pour arriver finalement
de la réunion où chacun dit moi je fais ça, et dans ma classe moi je fais ça, et moi je fais ça. Donc vous avez, si vous voulez, une juxtaposition d'intervention, une agrégation de talents, de potentiel, mais qui ne se rencontrent jamais. Comment on fait pour arriver à tous parler d'un même sujet? Et ensuite, pour arriver à un véritable groupe de travail, et non pas un groupe mondain. Un groupe de travail, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, ces étapes sont très difficiles, elles sont redoutables. L'Accardi, comment dirais-je, s'est préparé à vous aider sur ce terrain. Maintenant, dans la classe, il faut aussi, je pense, aider les élèves. Il me semble que des petits groupes de 2, 3, 4, c'est très très intéressant. Moi, je ne m'aventurerai pas en classe à en mettre plus d'élèves. Mais 2, 3, 4, comment on fait pour coopérer? C'est-à-dire, vous avez les groupes qui marchent bien, soi-disant, où finalement les gamins sont étiquetés. Donc pour une tâche donnée, il y a le spécialiste du secrétariat, il y a le spécialiste de la prise de parole, etc. Et ça, pour moi, c'est pas un groupe qui marche très bien. Le groupe qui est génial en classe, c'est le groupe apprenant, c'est-à-dire on va proposer au gamin qui d'habitude ne prend jamais la parole à devenir porte-parole. Et ce sont ses pairs, ses camarades qui vont l'aider, qui vont le pousser pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que les gamins au sein du groupe fassent ce petit pas de côté, moi je trouve que ce serait génial. Ne pas finalement se cantonner chacun dans son propre talent, dans son propre confort. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Eric. Mohamed, je te donne la Oui, parole. merci, merci Denis. Bonsoir à tout le monde et merci Monsieur Pinson pour votre intervention qui est très riche et très claire. J'avais deux questions concernant votre intervention. La première qui porte sur la notion d'innovation que vous avez abordée au début. Et j'aimerais revenir sur en fait l'idée d'une innovation un peu, ce que vous avez un peu cité, incrémentale, c'est-à-dire qu'on va améliorer les choses. Et, et je pense aussi, je peux me tromper également, mais il y a également, ça, c'est un débat qu'on peut avoir, mais une innovation de rupture aussi. C'est-à-dire faire table rase de ce qu'on fait actuellement ou ce qu'on a fait auparavant et de repartir sur autre chose, sortir du cadre qu'on a l'habitude de faire et de ces routines-là. Euh, J'aimerais juste avoir votre point de vue là-dessus, là, sur ces deux notions-là. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question sur la structure Cardi, que je connais très très peu, hein, vraiment, mais qui me paraît très 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 intéressante et, euh, et riche d'enseignements pour les enseignants et l'enseignant que je suis. Et c'est de savoir est-ce que euh, il n'y aurait pas dans cette structure-là, mais peut-être que le Lab Cardi il répond peut-être euh, être plus près de la pédagogie ou de la problématique, c'est-à-dire laisser la main directement aux enseignants ou aux formateurs, mais en évitant un peu ces structures pyramidales avec des cahiers des charges très très importants, cette lourdeur administrative qu'on connaît, hein, euh, que ce soit dans un établissement ou dans une structure institutionnelle. Euh, Est-ce que justement le Lab Cardi répondrait pas plutôt à cette idée voilà, de tester, de faire, d'échanger au plus près euh, des apprenants, quoi. Voilà. Merci, Mohamed. C'est ces deux notions. Merci. Mohamed, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, une intervention courte, mais je te remercie dans tous les cas pour cette question. Eric, Alors, tes réponses? répondons le plus vite possible. Votre première question, finalement, on se la pose et on se dispute tous les jours au sein de la CARDI sur cette problématique. Il faut nous voir, hein. On est dans la controverse permanente. Vous avez raison. Il existe aussi une autre innovation pour laquelle je prends plus de précautions, où on ose tout changer. Et même mieux, je vais vous dire, une innovation où il n'y a pas de problème, tout se passe bien, mais simplement, il y a une nouvelle application, il y a un nouvel outil,
on veut essayer un truc. On veut essayer un truc et on verra bien. Donc, je n'ignore pas, je ne conteste pas cela. Mais mieux, votre question renvoie à un vieux débat entre Bachelard, si vous le connaissez, qui dit, Oui. apprendre, c'est casser nos anciennes représentations. On apprend, et en formation, on peut être formé que si on démolit absolument le passé. Donc il y a ça. Alors vous l'avez compris, moi je suis davantage un adepte d'un type comme Jordan, qui est un philosophe néo-piagétien, qui dit il faut faire avec les représentations. Donc je suis plus à l'aise avec ça, mais on peut tout à fait comprendre l'innovation, comme vous l'avez dit. Donc c'est pour ça que je ne veux pas fermer la définition. Je vous ai juste donné celle avec laquelle j'avais le plus, comment dirais-je, de lien, d'aisance. Votre deuxième question, c'est exactement ça le Labcardi. On donne à un enseignant la possibilité d'échanger avec ses pairs. Et nous, les experts, tout ça, on est là, parce que je ne crois pas un instant qu'il faille laisser les enseignants tout le temps tout seuls. Je crois en effet que pendant 1 heure et demie, on leur fiche la paix, on enlève tout le côté protocolaire, contraignant, le cahier des charges, on laisse tout tomber, on laisse un vent de liberté, un souffle. 1 heure et demie, vous avez la paix, vous êtes entre vous. Et c'est très détendu. Il y a un café, il y a l'apéro, etc. Et on a le temps. En revanche, qu'il y ait des personnes ressources, qu'il y ait un chercheur, c'est reconnaître aux enseignants le fait que ce qu'ils disent, ça peut nous intéresser. Et c'est les inviter, s'ils veulent, prolonger les choses à un autre niveau. C'est tout ce que je veux dire. Et c'est toute l'expérience du Labcardi qui n'est pas une formation. Le Labcardi, c'est simplement une envie, un désir, une mise en appétit des enseignants qui voudront peut-être aller un peu plus loin avec nous. C'est tout. Merci beaucoup, Eric. Mohamed, si voilà, tu pourras réagir si tu le souhaites en utilisant le chat ou appeler en utilisant ta main. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre quelques questions effectivement, et notamment sur le fait, tu as parlé de l'innovation inscrite dans un contexte, et c'est là en cela que c'est difficilement transférable. Et Pascal Gervais justement demande si, puisqu'elles sont ces innovations dépendantes du contexte, comment et pourquoi envisager leur diffusion? Ne s'agit-il pas davantage d'illustrer et propager l'esprit d'innovation? Oui, et d'ailleurs, on nous reproche souvent, vous voyez, une autre controverse très vive au sein de la CARDI et du réseau CARDI national. Hein. Certains disent, mais ne perdez pas de temps avec les Don Quichotte, avec les actions solitaires, avec ces fous qui inventent, mais c'est tellement contextualisé, c'est tellement particulier que ça ne peut pas se généraliser, ça ne peut pas se transférer. Bon, je suis en désaccord avec ça parce que, comme disait le recteur hier soir, on était en débat sur le devenir de la CARDI. Je crois qu'il faut des figures imposées. Quelles sont les figures imposées? Ce sont les réformes, ce sont les orientations nationales, ce sont les difficultés nationales qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors là, si la CARDI n'est pas là, si elle n'accompagne pas ces grandes réformes, franchement, c'est dommage. Ça, ce sont les figures imposées. Mais je crois qu'il faut aussi laisser les figures libres, c'est-à-dire laisser un espace de liberté, un vent de folie à ces actions qui, en effet, peut-être ne pourront pas être transférées, surtout que ça dépend complètement, en effet, de l'histoire de l'établissement. Là, je vous renvoie au philosophe Bergson qui dit, voilà, un enseignant qui est en forme, une équipe enseignante qui est en forme, c'est une équipe qui regarde le passé, qui se souvient de 2-3 éléments décisifs du passé qui vous rendent heureux, qui vous rendent fiers de ce que vous avez fait, et vous allez inscrire désormais un nouvel épisode de cette aventure individuelle ou collective. Ça, j'aime beaucoup cela. Mais évidemment, le risque que l'on prend, c'est que ça n'est pas toujours transférable. Alors la CARDI, précisément, elle est là pour dire ça, si on prend quelques précautions, il y a des invariants et c'est transférable. Et donc, on va donner une tribune, à cette équipe. On va donner une tribune
à la JAP, par exemple, à la Journée académique de la pédagogie, ou sur un lab Cardi. Pour cette autre aventure, elle est tellement particulière, elle est géniale, mais tellement particulière que ça ne se prête pas forcément à de la mutualisation. Merci. Je pense qu'effectivement, tu as tout à fait répondu à la question. J'adore en fait les figures imposées, cette métaphore sur les figures imposées, figures libres. On est bien d'accord et c'est un sujet que l'on partage souvent. Figures imposées, on voit finalement que les réformes passent, qu'il y a beaucoup de continuité dans les réformes, mais que finalement la transformation de la salle de classe, elle n'a pas forcément lieu. Elle a lieu effectivement de manière, je dirais, parcellaire, ou elle a lieu dans certains territoires à petite échelle, mais on n'arrive pas à transformer le système. C'est réellement là ce gap sur lequel il faut travailler. J'avais une question et on va revenir également sur les questions qui sont posées, mais tu as parlé de la recherche. J'aimerais bien que tu accentues peut-être ton propos sur les bénéfices justement de mettre en place un travail, non pas de manière isolée, mais en appui de la recherche. Peut-être faire part de ce que vous avez mis au niveau de la DAFIP comme recherche-action actuellement. Voilà. Tout à fait. Alors, l'une des 15 expérimentations, ça s'appelle l'expérimentation recherche-formation terrain. Ce sont donc des établissements qui se trouvent en éducation prioritaire et ces établissements sont porteurs d'une question. Par exemple, nous avons un problème de comportement de nos élèves, voilà, c'est le chahut, c'est le bazar, bon, etc. Ils le disent avec leurs propres mots. Ils envoient cette question donc à Sphère. Sphère, c'est unique en France, ça se passe dans l'Académie d'Aix-Marseille, c'est une fédération de tous les labos de recherche. Et on envoie cette question, qui n'est pas une question de recherche, à cette fédération et on voit si un laboratoire prend la question. Alors, ce que j'ai vu qui est extraordinaire, c'est que la question, si elle est prise, elle est tortillée, elle est discutée, elle est transformée par les chercheurs parce que les chercheurs doivent la transformer en question, en problématique de recherche. À partir de là, s'ils sont OK, pendant 2 ans, ils vont sur le terrain, ils vont accompagner l'équipe. Ils vont accompagner l'équipe jusqu'au bout de 2 ans pour publier et pour faire donc une communication sur ce qui pourrait finalement améliorer les choses au niveau des élèves et des pratiques enseignantes. Je dois dire que évidemment c'est séduisant quand j'en parle comme ça. N'hésitons pas à dire que c'est difficile parce que le temps de la recherche, c'est pas le temps de l'enseignant. Vous allez voir des enseignants qui veulent des réponses tout de suite, ici et maintenant, et les chercheurs ne sont pas capables, ne sont pas formatés pour ça. Ils ont besoin de temps. Et c'est souvent une querelle qu'il faut qu'on apprenne à dépasser si on veut que ça marche. Très bien. Alors, on avait des petites questions, je vais te les poser directement, des questions qui portent sur le premier degré, justement, ton domaine d'excellence, notamment. Quel frein au développement de l'innovation pour le premier degré? C'est une question de Mireille Morelato. Je crois que les enseignants du premier degré, particulièrement à l'école maternelle, particulièrement en éducation prioritaire, les enseignants du premier degré sont très innovants. J'ose pas dire que ce sont les plus innovants, mais de vous à moi, quand dans un collège, un lycée pro, des équipes m'annoncent l'innovation du siècle, je ne leur dis pas, mais souvent je l'ai déjà vu à l'école. Le gros problème avec les enseignants du premier degré, je crois, c'est qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas parler de ce qu'ils font, ou en tout cas quand ils le font pas au titre de l'innovation. Ils utilisent d'autres systèmes. Voilà. Et c'est tout à fait dommage. Je crois qu'il y a un très très gros travail à mener pour dire aux enseignants du premier degré, faites-nous partager ce que vous faites, parce que je vous donne un exemple. L'évaluation. L'évaluation à l'école maternelle. Comment, à partir d'une observation experte des élèves de 3 ans, on arrive à mieux aider et mieux faire avancer ces tout petits. Eh bien, écoutez, ces techniques d'observation experte, cette grille de critères d'observation, cette grille de lecture, ces invariants, on peut parfaitement les utiliser en lycée pro, en BTS, en ce que vous voulez. J'en ai la conviction. Encore faut-il que ces enseignants osent
nous faire partager et sortent finalement de leur cercle, si vous voulez, habituel. C'est une des explications que je vois. Il y en a sûrement d'autres. Mireille, que je connais bien, en a sûrement d'autres. Et c'est exactement finalement la finalité de la cartographie que l'on avait imaginé ensemble, effectivement, de faire en sorte que dans chacun des territoires, puissiez finalement avoir une visibilité des pratiques innovantes ou des expérimentations, y compris même sur des degrés qui ne vous concernent pas, parce que finalement, on voit que l'innovation, c'est effectivement, comme tu disais, c'est inventer un peu plus, mais c'est surtout aussi prendre des choses qui existent dans un environnement et surtout l'adapter, je dirais, à un nouvel environnement. C'est ça aussi ça, tout simplement l'innovation. Alors, on avait aussi quelques autres questions. Concernant la CARDI d'Aix-Marseille, on te demandait s'il y avait une spécificité finalement par rapport aux autres CARDI. Alors déjà, peut-être mentionner le fait qu'on travaille au niveau de la région académique, que la CARDI donc je dirais, est globale, mais tu vas nous en parler. Et peut-être la spécificité de la CARDI d'Aix-Marseille par rapport aux autres CARDI, il y en a? Euh, Moi, j'en vois essentiellement une, c'est que l'accompagnement, je crois que finalement, pour beaucoup discuter avec les autres cardis de France, la plupart du temps, accompagner pour les autres cardis, ça veut dire organiser une visite au début de l'année et une visite à la fin de l'année. Finalement, c'est de la réunionnite. Nous, ce qu'on voudrait faire, et je ne dis pas qu'on réussit très bien, parce que je sais que le plus dur, ce ne sont pas les 3 premières heures de réunion introductive. On est accueillis comme des rois. Je vous assure, il y a tapis rouge. Les enseignants aiment beaucoup nous raconter ce qu'ils font et après le premier quart d'heure d'hésitation, ils se lancent, ils se régalent à nous raconter ce qu'ils font. On leur propose ensuite des choses. Je vous assure, le plus difficile, c'est la 4e heure. C'est-à-dire le moment où on leur dit, bon, maintenant, on retrousse nos manches, on va en classe et on va faire avec vous. Et là, même sur Aix-Marseille, c'est difficile. Mais ce que je demande à mes accompagnateurs avec le staff, et là on voudrait vraiment former les accompagnateurs et leur dire que c'est possible, c'est là où tout se joue. Je voudrais qu'on rentre dans la classe, que vous nous fassiez confiance finalement, pour faire avec vous et se planter avec vous et réfléchir et discuter, mais vraiment au cœur des choses. Parce que sinon, on va rester dans des incantations. Et c'est pour répondre aussi à ton interrogation tout à l'heure, Denis. Pourquoi les réformes sont si difficiles à mettre en œuvre? Mais à cause de la 4e heure. Parce qu'à un moment donné, quand on a dit il faut aménager l'espace autrement, il faut changer l'espace. Très bien. Eh bien, après en avoir discuté, on va le faire vraiment. On y va et on va voir ce que ça donne. Et on va se ramasser ensemble et on va bien en rigoler et on va reprendre. Et je crois que mettre en œuvre, c'est le plus difficile, c'est très compliqué, et j'espère que beaucoup d'enseignants nous aideront sur Aix-Marseille à être différents, notamment sur ce point-là. Très bien. Merci en tout cas pour cette clarté. Il y avait peut-être un élément, il y a plusieurs questions, mais ce dont tu viens de nous parler, moi, me rappelle finalement qu'il y a un élément sur lequel finalement on peut aussi beaucoup évoluer et qui peut être un élément de transformation important, c'est ouvrir sa classe. Ouvrir sa classe à d'autres, alors notamment à d'autres enseignants, pour justement faire en sorte d'avoir finalement un regard et une distanciation sur des pratiques d'enseignants. Donc l'idée c'est on ouvre sa classe, mais le collègue qui assiste à ma classe, il m'ouvre également sa classe. Mais la question de Marc Andujar me fait penser que il parle justement des résistances de la part de certains acteurs, des parents, des enseignants, des élèves. Si on ouvre également la classe à des parents, etc., et qu'on en fait finalement une posture, une posture réflexive à la suite de la pratique et que l'on échange sur ce que l'on a vécu, à la fois en tant qu'enseignant et en tant qu'acteur, observateur, pardon, sans doute que l'on peut effectivement transformer beaucoup plus qu'on ne le pense. Quelle est ta vision justement sur l'ouverture de la classe? D'abord, je crois qu'il ne faut forcer personne. Il y a des enseignants qui sont extrêmement gênés à faire entrer l'autre dans la classe. C'est un effort qui quelquefois est difficile. Vous savez, c'est aussi difficile que d'accepter de se faire filmer.
Pour certains enseignants, certains débutants, c'est vraiment très très intrusif que d'être filmé. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus systématiser et toute la journée ouvrir la classe aux quatre vents. Mais je pense qu'on a beaucoup à gagner à ce qu'on appelle la co-intervention. Et la co-intervention peut prendre plusieurs formes. On peut commencer par préparer la classe ensemble. On peut ensuite laisser l'autre faire la classe. On peut inviter le parent à rentrer dans la classe, mais à partir d'une grille de lecture. On peut lui donner 2, 3 focus sur lesquels on pourra discuter après. On peut aussi faire du parent un complice. Il vient parce qu'il a un talent, il a un centre d'intérêt, il a un savoir-faire particulier. Évidemment, à terme, je crois que ouvrir sa classe, le nombre d'enseignants qui acceptent d'ouvrir la classe à d'autres, c'est le signe d'une école ou d'un. Merci beaucoup, Eric. Alors, on va arriver à la dernière question et puis je te laisserai bien entendu conclure, puisque c'est effectivement ta qualité d'expert donc de terminer ce webinaire. Nous ne sommes justement que des modestes participants. Il y a une question qui effectivement est importante sur l'évaluation. Sur l'évaluation, la question c'est est-ce que la CARDI évalue les innovations et les expérimentations? Donc, effectivement, là-dessus, je pense que tu pourras répondre. Et je lis en même temps, effectivement, le témoignage d'Isabelle Rastouin, qui est effectivement l'une des accompagnatrices, qui est experte. Bon, bien entendu, les accompagnateurs sont à un moment donné des experts dans certains domaines, mais Isabelle, particulièrement sur les open badges, lisez la fiche qu'elle a produite. Et effectivement, c'est un bonheur dans tous les cas de travailler à ses côtés et aux côtés de l'ensemble de ses accompagnateurs et de l'ensemble de cette diversité finalement d'expertise, d'expérience, de volonté, de motivation. Merci encore. Je te laisse peut-être donc la réponse sur l'évaluation. Je regarde juste l'heure. On a débordé un tout petit peu de quelques minutes, mais dans tous les cas, sache que c'était un réel plaisir pour moi de t'accueillir et de te faire partager auprès de l'ensemble de la communauté ton expertise, ton regard, ta clarté. Voilà. Merci encore, Eric. Denis, sur l'évaluation, oui, nous aidons toutes les équipes qui nous invitent à évaluer deux choses, leur action et le fonctionnement de l'équipe enseignante. Comment finalement une équipe niveau 1, où on a dans l'assistance, parmi les profs, on l'a dit tout à l'heure, des potentiels, mais chacun parle de son gruyère ou de sa glace, à une équipe qui parle de la même chose, à une équipe qui prépare le renouveau du lendemain, qui devient une équipe ressource, capable d'accueillir d'autres. Et on le verra dans la cartographie qu'on vous prépare, eh bien cet établissement, cette école, sont prêts à vous accueillir sur ce thème. Par exemple, il y a une équipe qui travaille sur les zébrons, vous savez, ces élèves à haut potentiel. Voilà, c'est véritablement du côté de Sainte-Tulle un collège qui va devenir établissement ressources. Voilà, c'est un niveau 3. Ben, nous, ce qu'on cherche, c'est à faire de vous un niveau 4, c'est-à-dire un établissement apprenant. C'est quoi un établissement apprenant? C'est qu'il présente à d'autres enseignants ce qu'il fait. Les autres enseignants osent dire, eh bien, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on fait autrement. Nous, on vous propose ceci ou cela. Loin de se déstabiliser, loin d'être écœuré, l'équipe qui a bien voulu partager, eh bien, elle se remet en question, elle se réinvente et elle fait évoluer son propre projet alors qu'ils étaient déjà des experts. Alors ça, c'est notre rêve, c'est notre idéal, c'est de faire de toute équipe, et c'est notre souhait finalement, des équipes apprenantes. Voilà. Alors évidemment, évaluer l'action, j'en ai déjà parlé. On évalue l'action par rapport aux 6 questions redoutables que vous retrouverez dans le diaporama. Ces 6 questions que j'ai posées dans l'une des toutes premières diapos au début de mon intervention. Voilà, je dois vous dire évidemment que vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous à la CARDI, ce.cardi@
ac-x-marseille.fr. Vous êtes aussi invité à échanger avec moi sur ces sujets parce que pour moi c'est un début, hein, c'est un commencement de conversation avec vous. C'est à partir de maintenant qu'on va se régaler, c'est ça l'esprit. Eric.pinceau @ac-x-marseille.fr. Et puis Denis, je prends évidemment au bon, je te prends au mot. Tu as commencé alors que l'enregistrement n'avait pas démarré en me demandant de relever un nouveau défi la prochaine fois. Eh bien une intervention avec mon piano en webinaire. Et puis après 20 minutes de piano, on en parle et on voit en quoi ça peut être innovant ou en quoi ça ne l'est pas, où on discutera de ce que vous voudrez sur l'apport des arts et de la culture jusqu'au fond de la classe. Vraiment, c'est volontiers. Denis et à tous les autres, merci beaucoup, à très bientôt.